Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle histoire, une de celles qui, je l'espère, vous fera réfléchir bien après que ma voix se sera tue. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un drame moderne, un drame qui se joue derrière les portes closes de nos beaux appartements, là où le silence devrait être roi, mais où le vacarme du monde numérique vient parfois briser des vies. C'est l'histoire d'une femme que nous pourrions tous connaître, une femme de culture de dignité, une femme qui croyait que la famille était le dernier rempart contre la barbarie du monde. Mais qu'advient-il lorsque le loup n'est pas dans la bergerie, mais qu'il est de votre propre sang? Qu'advient-il lorsque la vieillesse, au lieu d'inspirer le respect, devient un produit de consommation? Imaginez, si vous le voulez bien, une lumière crue, artificielle, aveuglante. Pas celle du soleil qui réchauffe les vieux os, non. Celle d'un anneau lumineux, un ring light, comme ils disent, braqué comme un projecteur d'interrogatoire sur un visage fatigué. Nous sommes sur l'écran d'un téléphone portable, ce petit rectangle noir qui gouverne désormais nos existences. Sur l'image, il y a une femme. Elle s'appelle Claire. Elle a 78 ans. Mais on ne la reconnaît pas. Son visage noble et parcouru par les rides d'une vie de labeur et de pensée est barbouillé d'un maquillage grotesque des couleurs vives vulgaires qui jurent avec la délicatesse de ses traits. Il y a de la musique, une musique assourdissante, un rythme binaire, violent, agressif, qui sature les haut-parleurs. Et Claire danse, ou plutôt elle essaie, elle se contorsionne. Elle tente d'imiter ces mouvements obscènes que l'on voit partout aujourd'hui, ce twerk qui n'a de danse que le nom. On voit la douleur dans ses yeux. On voit sa main gauche qui se plaque sur ses lombaires, là où l'arthrose mord la chair comme un chien enragé. Elle souffle, elle halète, elle est au bord de l'asphyxie. Et soudain, une voix jeune, impérieuse, hors champ, qui claque comme un fouet. « Allez, grand-mère, plus bas, remue, tu as l'air morte. Souris, bon sang, tu me foires mon algorithme. » Claire tente un dernier mouvement, un dernier sacrifice sur l'autel de cette divinité invisible. Ses genoux cèdent. Elle s'effondre lourdement sur le parquet. L'image saute. Le noir. C'est par cette chute brutale et humiliante que commence notre descente aux enfers. Mais avant d'en arriver à cette scène insoutenable, il faut remonter le temps. Il faut comprendre qui était Madame Claire avant de devenir ce pantin désarticulé sur un écran de téléphone. Claire n'était pas n'importe qui. C'était une âme d'élite. Durant 40 ans, elle avait enseigné les lettres classiques dans un grand lycée parisien. Elle avait passé sa vie en compagnie de Racine de Corneille, de Victor Hugo et de Chateaubriand. Pour elle, les mots avaient un poids, une saveur, une sacralité. Elle vivait seule depuis la mort de son mari André, parti 10 ans plus tôt. Elle habitait ce magnifique appartement du 16e arrondissement de Paris, un de ces immeubles haussmanniens qui sentent la cire d'abeille et l'histoire. Haut plafond, moulure, parquet en point de Hongrie qui craquait doucement sous ses pas feutrés. C'était son sanctuaire, un monde de silence peuplé de milliers de livres, reliés cuir qui tapissaient les murs du sol au plafond. Le temps chez Madame Claire s'écoulait au rythme du balancier de la grande horloge comtoise dans l'entrée. Tic, tac. Une vie ordonnée élégante, une vie de souvenirs et de thé Earl Grey bu dans de la porcelaine fine en écoutant Chopin. La solitude, bien sûr, était là. Elle s'invitait le soir quand la lumière déclinait et que les ombres s'allongeaient dans le grand salon vide. Claire n'avait eu qu'un fils parti vivre à l'étranger, loin trop loin. Il ne restait qu'elle. Élodie, sa petite fille, 22 ans, une jeune femme de son temps belle, certes, mais d'une beauté froide, lisse comme ces images retouchées des magazines. Élodie vivait de petits boulots et de grands rêves, disait-elle. Elle se présentait comme influenceuse, un mot que Claire prononçait avec une hésitation polie, sans vraiment en saisir le sens. Un jour d'automne, alors que la pluie battait les carreaux des hautes fenêtres, Élodie est arrivée avec ses valises. Elle avait des larmes dans les yeux, ou du moins le semblait-il. « Grand-mère, mon propriétaire m'a mise dehors. Je n'ai nulle part où aller. Et puis,
je me disais que tu étais bien seule ici. Je pourrais m'occuper de toi, te faire à manger, t'aider avec les papiers. On serait bien toutes les deux, non? Le cœur de Claire, ce vieux cœur de mère et de grand-mère a fondu. Comment refuser? Le sang appelle le sang. Elle a vu là un signe du destin, une chance de briser sa solitude, de transmettre un peu de son savoir, de retrouver la chaleur d'un foyer habité. Elle a ouvert sa porte. Elle a ouvert ses bras. Elle ne savait pas qu'elle faisait entrer le diable. Les premières semaines furent une illusion parfaite. Élodie était charmante. Elle préparait des tisanes, elle écoutait, d'une oreille distraite mais présente, les récits de Claire sur ses anciens élèves. Mais très vite, l'atmosphère a changé. Subtilement d'abord. Comme une humidité qui s'infiltre dans les murs avant que la moisissure n'apparaisse. Élodie a commencé par investir l'espace. Ses affaires s'étalaient partout. La musique rap a remplacé Chopin. Les plats préparés au micro-ondes ont remplacé les mijotés. Puis il y a eu cette proposition un soir, alors que Claire lisait près de la cheminée. « Dis donc, mamie, tu sais que les gens adorent les grands-mères sur Internet. Tu as une tête à clic, c'est incroyable. On devrait faire une vidéo juste pour rire. Ça nous fera un souvenir. » Claire, amusée un peu naïve, voulant faire plaisir à cette jeunesse qu'elle ne comprenait plus très bien, a accepté. Une petite vidéo innocente où elle récitait une fable de La Fontaine. Élodie l'a postée. Quelques milliers de vues. C'est là que le regard d'Élodie a changé. Ce n'était plus le regard d'une petite fille sur son aïeul. C'était le regard d'un chercheur d'or qui vient de trouver une pépite dans la boue. C'était le regard de l'avidité pure. Ça marche, mamie, il t'adore. Il faut qu'on continue, mais La Fontaine, c'est chiant. Il faut faire des trucs plus punchy. L'engrenage s'est mis en marche lent, implacable, broyant tout sur son passage. Jour après jour, l'étau s'est resserré. Élodie a prétexté que le vieux téléphone fixe de Claire coûtait trop cher qu'il ne servait à rien. Elle l'a débranché. « Je te donne un iPhone, mamie, c'est mieux. » Mais Claire ne savait pas s'en servir. Elle ne connaissait pas les codes, les mots de passe. Élodie contrôlait tout, les appels de ses vieilles amies du club de bridge filtrés. « Madame Claire dort. Elle est fatiguée. Elle ne veut pas être dérangée. » Claire s'est retrouvée coupée du monde. Isolée dans son propre appartement, devenue prisonnière de celle qu'elle avait accueillie. Et le ton a changé. Fini la douceur. Fini le mamie affectueux. C'était devenu désordre. On tourne dans 10 minutes. Mais cette perruque. Claire a tenté de protester, bien sûr. Avec sa dignité de professeur, elle a essayé de raisonner l'enfant. « Élodie, je ne veux pas faire ça. C'est ridicule. Je suis une femme respectable. » La réponse d'Élodie fut cinglante, d'une violence psychologique inouïe. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le gaslighting, le détournement de la réalité. « Mais enfin, tu perds la tête ou quoi? Tu ne te souviens pas que tu as promis? Tu deviens sénile, ma pauvre. Heureusement que je suis là. Sans moi, tu serais où? Dans un mouroir? Dans un de ces EHPAD où ils ne changent les couches qu'une fois par jour et où on te laisse pourrir dans ton urine. C'est ça que tu veux, que je parte et que je te laisse seule. La peur? La peur viscérale de l'abandon de l'institution de la déchéance. C'est l'arme absolue contre nos aînés. Claire a baissé la tête. Elle a eu peur d'avoir oublié, peur d'être effectivement devenue un fardeau. Alors elle a obéi. Elle a mis la perruque. Elle a accepté l'inacceptable pour acheter sa paix, pour garder un semblant de famille auprès d'elle. Les semaines sont devenues des mois. L'appartement n'était plus un foyer, c'était un studio de production. Le salon était envahi de trépieds de câbles de lumière. Claire devait travailler 4 heures de direct par jour. 4 heures à répondre à des questions stupides d'inconnus qui défilaient sur l'écran, à faire des défis humiliants. Elle a dû manger des piments forts alors que son estomac d'octogénaire brûlait comme de l'acide, le fameux « Spicy Challenge ». Elle pleurait de douleur et Élodie, derrière la caméra, levait le pouce en chuchotant « Continue les vues, explose, continue, ou je te jure que je t'emmène à l'hospice ce soir. » Imaginez la détresse de cette femme. Elle qui avait enseigné la beauté de la langue française,
Elle se retrouvait à devoir répéter des argots incompréhensibles, des insultes, des phrases vides de sens, juste parce que c'était tendance. Elle se sentait sale. Chaque vidéo lui arrachait un morceau de son âme. Elle maigrissait. Des cernes profonds creusaient son visage. Parfois, elle essayait de résister, de dire non. Alors Élodie la pinçait, fort, sur le bras, là où la peau est fine comme du papier à cigarette. Des bleus apparaissaient qu'Élodie maquillait soigneusement avant d'allumer la caméra. « Souris, vieille chouette, souris !» Et puis est arrivé ce jour fatidique, le jour du million. Élodie était fébrile depuis le matin. Elle courait partout excitée comme une puce. Aujourd'hui, mamie, on passe le million d'abonnés. Il faut faire un truc énorme, un truc viral. Dehors, il faisait froid, un hiver parisien gris et humide. Claire grelottait déjà dans son châle, assise dans son fauteuil Louis XV, le regard perdu vers la fenêtre, vers ce ciel bas qu'elle ne voyait plus qu'à travers les vitres sales. Élodie est arrivée avec un seau en plastique orange, incongru dans ce salon raffiné. Elle l'a rempli d'eau et de glaçons, des kilos de glaçons. Le bruit de la glace tombant dans l'eau résonnait comme des pierres tombales. Le Ice Bucket Challenge, mamie, c'est vintage, ça revient à la mode. Tu vas te verser ça sur la tête en direct. Claire a regardé l'eau glacée. Elle a regardé sa petite fille. Elle a pensé à ses poumons fragiles, à la pneumonie qui guette les vieillards comme un vautour. Élodie, je ne peux pas. Je vais tomber malade. Je t'en supplie. Le visage d'Élodie s'est durci, transformé en masque de haine pure. Elle s'est penchée son visage à quelques centimètres de celui de sa grand-mère et a sifflé « Tu le fais, sinon je vends les livres. Tous. Je les mets à la benne demain matin. Et le chat aussi. » Le direct a commencé. Le compteur de spectateurs montait. 50 000, 100 000. Les commentaires défilaient à une vitesse folle, un torrent de cœurs de smiley et de moqueries cruelles. Élodie hors champ faisait des signes frénétiques. « Vas-y maintenant !» Claire s'est levée. Elle tremblait de tout son corps. Elle a posé ses mains sur le seau glacé. La brûlure du froid a mordu ses doigts déformés. Mais au moment de soulever le seau, quelque chose s'est passé. Un déclic. Peut-être était-ce la vue de la bibliothèque derrière l'écran. Peut-être était-ce le souvenir de son mari André qui lui disait toujours « Claire, la dignité ne se négocie pas ». Ou peut-être était-ce simplement la force du désespoir, cette énergie ultime qui surgit quand on n'a plus rien à perdre. Claire a lâché le seau. L'eau s'est répandue sur le tapis perçant, mais elle ne s'en souciait pas. Elle s'est redressée. Elle a lissé sa robe. Elle a plongé son regard directement dans l'objectif de la caméra. Pas ce regard vide et apeuré des dernières semaines. Non. Elle a retrouvé pour une seconde le regard du professeur. Le regard de celle qui détient le savoir face à l'ignorance. Le silence s'est fait dans la pièce et étrangement même le flux de commentaires semblait ralentir, comme si le monde numérique retenait son souffle. D'une voix claire, une voix qui venait du ventre, une voix qui portait, elle a commencé à réciter. Pas du rap, pas des slogans. Elle a récité Victor Hugo. Ultima verba. Si l'on n'est plus que 1000, eh bien, j'en suis. Si l'on n'est plus que 100, je brave encore Scylla. S'il en demeure 10, je serai le 10e. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. C'était un cri de résistance, un cri de liberté jeté à la face de ces geôliers numériques. Élodie, paniquée, a bondi. « Mais qu'est-ce que tu fous? Arrête, coupe !» Elle s'est jetée sur sa grand-mère pour lui arracher le téléphone. Dans la lutte, la manche de Claire est remontée. Et là, en gros plan, devant 1 million de personnes, devant des milliers d'écrans à travers la France, la vérité a éclaté. Les marques, les ecchymoses violacées sur la peau pâle, les traces de doigts. Et dans les yeux de Claire, alors qu'Élodie la bousculait, ce n'était plus de la comédie. C'était un appel au secours muet terrifiant. Parmi le million de spectateurs, il n'y avait pas que des adolescents avides de rire. Il y avait d'anciens élèves, il y avait des voisins, il y avait des gens de bien. L'un d'eux, un avocat qui avait suivi les cours de Madame Claire 30 ans plus tôt, a reconnu ce regard.
Il a reconnu la détresse. Il a tapé un numéro, pas un commentaire. Un numéro d'urgence. L'écran est devenu noir. Élodie a coupé le live en hurlant. Dans l'appartement, le silence est retombé lourd, menaçant. Élodie faisait les 100 pas furieuse. « Tu as tout gâché, tu es folle, tu vas le payer, je te jure que tu vas le payer. Demain, c'est la maison de retraite et la plus pourrie que je trouverai. » Claire, assise sur le canapé, ne pleurait plus. Elle attendait. Elle avait jeté sa bouteille à la mer. 20 minutes, c'est le temps qu'il a fallu. 20 minutes interminables où l'on n'entendait que la respiration sifflante de Claire et les insultes marmonnées par sa petite fille. Puis la sonnette. Pas celle timide d'un livreur. Une sonnerie longue, autoritaire. Des coups frappés à la porte. « Police, ouvrez !» Le visage d'Élodie s'est décomposé. Toute son arrogance, toute sa méchanceté superficielle s'est effritée comme du vieux plâtre. Elle est redevenue ce qu'elle était vraiment, une enfant gâtée et cruelle, prise la main dans le sac. Quand les policiers sont entrés, ils ont tout vu. L'appartement transformé en studio, le seau d'eau renversé, et cette vieille dame digne assise au milieu du chaos qui a simplement levé les yeux vers le brigadier et a dit d'une voix douce « Merci, monsieur. Je voudrais un peu de calme, s'il vous plaît. » La justice, mes amis, est parfois lente, mais ce soir-là, elle fut fulgurante. Élodie a été placée en garde à vue. Abus de faiblesse, maltraitance sur personne vulnérable, séquestration. Les mots juridiques sont tombés froids et précis, scellant le destin de la tortionnaire. Les vidéos, ces preuves qu'elle avait elle-même créées par vanité, se sont retournées contre elle. Chaque rire enregistré, chaque humiliation filmée est devenue une pièce à conviction. Et Madame Claire, elle n'est pas restée dans cet appartement. Trop de souvenirs souillés, trop de bruits fantômes. Elle a vendu le grand appartement parisien. Avec l'argent, elle a acheté une petite maison en Normandie face à la mer. Une maison avec un jardin pour ses roses et une grande pièce pour sa bibliothèque. Aujourd'hui, Claire ne danse plus. Elle marche sur la plage appuyée sur sa canne, écoutant le bruit des vagues, ce rythme éternel qui ne demande ni like ni abonnement. Elle n'a plus d'Internet. Elle n'a plus de smartphone. Elle a retrouvé le papier, l'encre et le silence bienveillant. Elle a perdu une petite fille, c'est vrai, et la blessure de cette trahison ne cicatrisera jamais totalement. Comment accepter que son propre sang ait voulu boire sa vie? Mais elle a retrouvé l'essentiel, sa liberté, sa dignité. Cette histoire, mesdames et messieurs, nous pose une question terrible. Que faisons-nous de nos aînés? Les voyons-nous comme des bibliothèques vivantes, riches de savoir et d'expérience, ou comme des charges, voire pire, comme des ressources à exploiter? Dans ce monde où l'image est reine, n'oublions jamais que derrière les rides, il y a des êtres humains qui ont aimé souffert et construit le monde dans lequel nous vivons. Ne laissons pas les écrans devenir des murs entre les générations. Si vous avez des parents, des grands-parents, appelez-les. Pas pour une vidéo, pas pour un selfie, juste pour entendre leur voix, juste pour leur dire que vous les aimez, avant qu'il ne soit trop tard, avant que le silence ne s'installe pour de bon. C'était l'histoire de Madame Claire. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et surtout prenez soin d'eux. À bientôt.